Bon, cette conférence, je l'ai intitulée L'homme et l'abeille, une histoire d'amour, parce qu'en fin de compte, beaucoup de gens parlent de l'amour entre eux comme ça, et c'est vrai que l'abeille souvent évoque plein d'imaginaires en fin de compte chez les êtres humains. Ça va en même temps d'une passion, l'amour aussi, mais aussi une grande crainte, des peurs, enfin il y a plein de choses dessus, de la mystique, beaucoup de superstitions parfois comme ça. Hein. Et donc l'abeille est vraiment un être symbolique, on peut dire. Et pour moi, en fin de compte, quand j'ai rencontré les abeilles, c'était tout à fait comme toujours, on dit par hasard, mais je ne sais pas qui est ce par hasard, qui est-il. J'ai fini par saisir que les abeilles étaient venues comme ça vers moi pour dire ouh, on est là, si tu veux t'intéresser à nous, approche un peu comme ça. Donc c'était dans les fermes. Et donc je l'ai abordé comme ça dans un espace où c'était pas une abeille qui était cultivée, on peut dire. Elle était là comme ça sur la ferme. Et le paysan, une fois par an, il venait sortir le miel, quoi. Et il venait habiller vraiment fortement. Moi, je ne sais pas ce que c'était. Et puis voilà, il ressortait, il sortait son miel, puis après il remettait la hausse, puis un an après, il revenait, quoi. C'était avant. C'était l'apiculture, on peut dire, plus paysanne à ce moment-là, quoi. Et ensuite, l'abeille, plusieurs fois, est venue sur mon chemin et je me suis rendu compte, au bout d'un certain temps, qu'elle m'interpellait. Et moi, du coup, j'avais fait un chemin aussi dans une recherche par rapport au lien au vivant, par rapport à la nature. Et j'ai rencontré la biodynamique qui, tout d'un coup, un peu a fait pour moi une ouverture, une synthèse de tous les questionnements que j'avais. Je dis, ah ben oui, en fin de compte, c'est ce chemin-là que je cherchais, mais je ne savais pas que ça existait. En fin de compte, c'était encore par hasard. Hein, et j'ai même croisé Maria Thune par hasard, sans savoir que c'était elle. J'étais jeune à l'époque, quoi. Hein, et c'était intéressant de voir que sur le chemin, comme ça, il y a toujours quelque chose qui vient. Hein. Et à partir d'un moment, je me suis dit, mais l'abeille, quelque part, il y a quelque chose qui m'intéresse. Et c'est vraiment cette histoire-là, un petit peu de... Oui, comme quand on rencontre des gens, c'est tout à fait par hasard, soi-disant, et tout d'un coup, se crée quelque chose, une histoire de vie, quoi. Ça peut être passion, passionnément, dans tous les sens du terme, quoi, comme l'amour. Tout le monde connaît cette histoire-là, quoi. On en rêve, on le vit, on en souffre, ainsi de suite. Et bien l'abeille, c'est exactement pareil pour moi. C'est pour ça que je l'ai appelé comme ça, une histoire d'amour. Je ne connais pas cet ordinateur-là, c'est peut-être ça, oui. Donc ce que j'ai fait un petit peu après pour faire les synthèses de tous les courants autour de l'apiculture, je me suis dit, mais l'abeille, depuis quand l'homme rencontre l'abeille? Puis depuis quand l'abeille est sur Terre? Et donc j'ai découvert que c'était quand même il y a assez longtemps, hein, quand même, que l'abeille est sur Terre. Et il y avait ce lien vraiment évident à partir du moment où sur Terre les fleurs sont apparues, les abeilles sont apparues, mais en même temps les mammifères. Bon, c'était pas le même jour, hein. Mais ça s'est fait à ce moment-là. C'est-à-dire que l'abeille, les fleurs et les mammifères vraiment vivent ensemble, quoi. Et que si un des trois, c'est comme un pilier, si un des trois disparaît, les deux autres sont bancals, quoi. Il manque quelque chose, hein, et donc on va le chercher. Donc ça, c'est très important. Après la première représentation que l'homme, enfin il y en a peut-être d'autres mais je ne les connais pas, que l'homme a fait de sa relation avec l'abeille, c'est en Espagne, dans une grotte, la grotte de l'araignée, c'était il y a moins de 10 000 ans à peu près, et on voit cette personne-là qui monte, qui s'élève comme ça, et qui va cueillir, je ne sais pas si c'est au creux d'un rocher ou dans un arbre, mais elle va cueillir quelque chose à l'intérieur, donc elle s'élève, et on voit qu'elle a sa tête à ce niveau-là, vraiment ici, comme ça, au même niveau que l'abeille. On voit ces abeilles qui sont très très grandes, hein, disproportionnées, mais ça ne veut pas dire que les gens ne savaient pas dessiner, mais ils représentent la présence de l'abeille à ce moment-là, c'est très important. Et ce n'est pas parce qu'ils avaient besoin de sucre, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on dit « oh, ils ont cherché ça parce qu'ils ont du sucre ». Non, il y a ce lien qui se crée, il y a cette substance, et il y a ce lien qui n'est pas, on peut dire, pensé, c'est vécu directement, hein, comme ça. Ensuite, on a une autre représentation à partir de l'Égypte, où on situe le début de l'apiculture, avec en même temps le culte. À ce moment-là, l'homme ne s'élève plus vers l'abeille, mais il a capté l'abeille, et il l'a mis dans des ruches en terre, à l'horizontale, comme ça. On voit que là, il est à genoux devant elle, il la vénère, quoi, vraiment. Hein, c'est une divinité. À ce moment-là, beaucoup de livres en parlent, que c'est vraiment une image solaire qui est présente,
et même écrit dans les hiéroglyphes que le dieu Ré, ce dieu solaire à ce moment-là, les larmes du dieu sont tombées sur terre et se sont métamorphosées en abeilles. On ne dit pas pourquoi ce roi-là pleurait, ou de joie, on ne sait pas. En tout cas, il y a ce lien direct comme ça de l'émotion de ce roi solaire et l'abeille et sa représentante. Et en même temps, on voit qu'à cette époque-là, c'est le dieu Apis, le dieu taureau, qui est représenté avec ce soleil entre ses cornes. Pourquoi le dieu taureau? Parce qu'à ce moment-là, en fin de compte, le soleil, à l'équinoxe de printemps, se levait dans la constellation du taureau. Après, on a la constellation du bélier, et ensuite on a la constellation du poisson, avec la précession des équinoxes. Donc à chaque fois, les êtres étaient en lien avec leur environnement jusqu'au cosmos. L'abeille, elle, là, à ce moment-là, est représentée comme une divinité. Voilà. Donc il y a un papyrus, le papyrus d'Hébers, qui précise un précis de médecine où vraiment toutes les substances de la ruche sont utilisées. La propolis, la cire, le miel et même le pollen, et qui sont faits en même temps dans les tombes. On met toutes ces substances-là aussi pour accompagner l'âme du défunt. Et au niveau de la médecine, il y a déjà une grande connaissance de la qualité des substances qu'il y a à l'intérieur de la ruche, produites par cet être solaire, pour soigner l'être humain. Ensuite, on a les premiers débuts de l'apiculture, cette mythologie en Grèce, où on a dans les temples, le temple d'Artémise à Éphèse, où les prêtresses sont nommées Mélissa. Ces prêtresses étaient des femmes, des jeunes filles vierges comme ça, et il y a cette idée-là déjà aussi de pureté, de virginité solaire aussi en même temps à l'intérieur de ce temple, où il y avait aussi un feu qui était toujours entretenu. Et le premier apiculteur, c'est un mec, c'est moi, n'est-ce pas, vous voyez voilà, on sait qu'il y a une petite histoire après, il a eu des soucis, mais vraiment c'est le premier apiculteur, Aristée il s'appelle. Et là, à ce moment-là, il y a toujours ce lien avec le taureau, où il est dit que la naissance des abeilles sort d'un cadavre de taureau, quoi. Aristée, ayant poursuivi une jeune fille, s'est fait tuer toutes ses abeilles, et donc après on lui a dit d'ouvrir, de sacrifier des taureaux et que de nouveau des abeilles sortiraient. Donc il y a toujours ce lien abeilles et taureaux. Et on est en Grèce à ce moment-là. Ensuite, on va avoir du côté des pays arabes cette représentation qui est superbe. On voit Mahomet qui se promène guidé par un essaim d'abeilles, quoi. C'est le miracle des abeilles, ça s'appelle. C'est le voyage de Mahomet à la Mecque, de la Mecque à Médine. En Inde aussi, l'abeille est sacrée. C'est toujours une divinité sacrée. Là, pour une fois, une femme est représentée, enfin. C'est une déesse, Brahmari. Et ça réside dans le chakra du cœur. On peut dire que en Inde, l'abeille est située au niveau du cœur, ici. Et elle émet un son qu'on peut faire. Comme ça. Et si vous vous mettez dans cet état-là, en même temps, en conduisant, vous êtes dans un embouteillage, ça vous énerve, et à ce moment-là, vous mettez à faire... Vous allez voir que tout de suite, ça descend. Et au rucher, souvent, parce que j'accompagne des formations, je dis aux gens, là, c'est un peu stress des fois quand on arrive devant les abeilles, il faut se calmer. Et pour se calmer, vraiment, il faut vraiment respirer avec le ventre et avoir cette vibration à l'intérieur. À ce moment-là, les abeilles le sentent. C'est incroyable. Vous faites ce son-là près d'une ruche, et ça descend en même temps comme ça. Donc il y a cette descente un petit peu aussi, ce lien avec la terre, parce que si on a peur, on est un petit peu agité, comme ça. Ensuite, en Espagne, on a cette représentation qui est vraiment intéressante, parce qu'elle explique, en fin de compte, qu'au moment de Pâques, la femme de l'apiculteur a mis une hostie consacrée à l'intérieur d'une ruche, et quand ils vont au rucher, quelques jours après, c'est l'image de Jésus et de la Vierge Marie qui apparaît dans la ruche, quoi. Il y a quelque chose comme ça, toujours de sacré qu'il y a, toujours en lien avec l'amour aussi, et aussi avec ces forces solaires, le Christ étant un être solaire. On a cette représentation dans un chapiteau à Vézelay, où on voit deux apiculteurs
qui ont des ruches en paille et qui s'échangent. Est-ce qu'ils font un don ou est-ce qu'ils font une manipulation? Je ne sais pas. En tout cas, on a ce joli geste où chacun met ensemble une ruche comme ça. Donc il y a ce lien aussi de communication entre les êtres humains, de don en même temps. Et cette représentation du 13e à droite, là en Angleterre, on voit les abeilles qui descendent du ciel toujours, bien rangées, bien alignées, et qui rentrent à angle droit dans la ruche. Tout ça c'est symbolique quand même. Mais ça veut bien dire que pour la représentation que se faisait l'être humain, l'abeille descend toujours du ciel. Vous ne verrez jamais une représentation des abeilles marchant sur Terre. Et l'abeille n'est jamais sur Terre. Naturellement, elle vit toujours à 2,50 m, 3 mètres de haut. Jamais elle est sur Terre. Elle est entre terre et ciel, comme ça, toujours. Et là, pourtant, on les descend dans les ruches. Mais au XIIIe siècle, on a toujours cette image des abeilles qui descendent comme ça. Et après, les rois, la religion se sont emparés un peu de cette symbolique pour se dire on va se servir, tiens, on ne voit pas tout. Et donc il y a des écrits qui apparaissent au XVIe siècle, on voit des ruchers avec des ruches paille comme ça, et à côté il y a une leçon de morale en fin de compte. C'est-à-dire que si tout le monde suit bien son roi tranquillement et bien serviable, tout ira bien, quoi. On se sert de l'image que donnent soi-disant les abeilles comme des travailleuses, dociles, qui se plient au départ. D'ailleurs, les Grecs ils disaient que c'était un roi qui commandait à l'intérieur, comme ça. Ils rêvaient un petit peu quand même, mais ils prenaient ça comme une cité idéale. Puis après, quand on s'est rendu compte que c'était une reine, c'est un peu dur. On voit que les mecs comme ça, c'est un peu dur pour eux à chaque fois de dire « zut, c'est pas nous qui sommes devant ». Donc l'origine divine de l'abeille, on peut dire que vraiment, l'homme, dans son lien avec l'abeille, il y a toujours ce lien, comme ça, avec quelque chose de divin, quelles que soient les religions. Pureté, sagesse, laborieuse, très intéressant, n'est-ce pas? Comme nous ici, pour cette fête, par exemple. Don de soi à la communauté. C'est quelque chose qui est vraiment évoqué comme dans les monastères aussi, un petit peu comme ça. Il y a cette image de ce don que l'on fait pour les autres, du meilleur de soi pour les autres, comme ça. Et les produits de la ruche ne sont pas des produits de commerce, mais ce sont des remèdes. Ça, c'était une notion dès le départ, que l'abeille offrait tous ses dons comme ça pour soigner l'homme, pour soigner l'être humain. Et ça a duré très 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 longtemps, cette notion-là, qu'en fin de compte, les produits de la ruche, c'était pas fait pour faire du commerce ou une consommation, qu'on pourrait dire aujourd'hui, manger beaucoup de miel pour être en forme, ou de la gelée royale, pas du tout. C'était quelque chose qui était en lien avec ces forces de vie que l'on a en tant qu'être humain, et l'abeille nous amène ces forces de vie qu'elle a, elle, pour nous. Et c'est un modèle idéal, et c'est vrai d'ailleurs, d'organisation sociale. Alors on peut essayer, si on veut. Pour ceux qui ont des abeilles, quand on observe un essaim d'abeilles, avant de partir, il y a une sorte d'organisation à l'intérieur, puis tout d'un coup, il y a un chaos. Vous voyez ce que je veux dire, un chaos dans la société, ça arrive des fois comme ça. Il y a un chaos, et tout d'un coup, tout ce qui existait d'avant est déstructuré, il n'y a plus rien d'avant, et l'essaim sort de la ruche, comme ça, et après, il y a un moment de sidération à l'intérieur de la ruche, comme si plus rien n'était possible. L'ancien est sorti, quelque chose doit arriver, mais on ne sait pas encore quoi, et à ce moment de flottement, et pour l'apiculteur, pour certains en tout cas, c'est une perte incroyable, parce qu'il vient de voir partir veaux, vaches, cochons, ainsi de suite, tout son revenu. Il est informé assez rapidement que ça ne va pas être le cas. Et donc il va suivre son essaim, je sors, pour voir où il s'est posé. Donc dans cette organisation-là, tout est bien, pas pensé, je dirais organisé, c'est organique. Et l'homme, il a essayé de voir, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose, nous aussi, comme ça Et c'est les Grecs qui ont commencé, parce qu'ils parlaient de la cité, un petit peu propolis, c'est ce qui est devant la cité. Ils ont toujours nommé la ruche comme une cité. Et donc les abeilles faisaient des ponts de propolis, voilà, devant la cité. L'organisation sociale. Quand on regarde un essaim qui est posé, au lieu de se précipiter dessus pour le mettre tout de suite pour ne pas le perdre, l'observer et regarder qu'est-ce qui se passe. Et à ce moment-là, c'est incroyable. On voit des discussions entre les abeilles qui tournent, qui virent comme ça, qui donnent une information, mais parce qu'elle a trouvé quelque chose. On pourrait aller là,
Elle vient et dit c'est là, tel endroit, donne le volume et tout. Voilà. Les autres disent oui peut-être, alors puis il y a du monde, puis une autre qui dit ah moi j'ai trouvé autre chose, ainsi de suite. Alors il n'y a pas de chef à l'intérieur. Comment ils arrivent à se décider pour faire un choix? Vous avez déjà essayé à plusieurs de faire des choix? Ça fait 2-3 ans qu'on vit ça entre nous comme ça. Quelqu'un amène une idée, l'autre amène une autre idée. Il faut faire un choix à un moment. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que l'abeille, en fin de compte, l'abeille en elle-même, mais le groupe d'abeilles à ce moment-là propose quelque chose. Oui, oui, c'est ça qui est bien. Puis tout d'un coup, l'autre, c'est pas mal ce qu'elle fait aussi. Puis voilà, ainsi de suite. Et à un moment, il y a un choix qui est fait. On ne sait pas comment ça se passe. Communication, on va tous là et tout le monde y va. De bon cœur. Incroyable. Il n'y en a pas une qui va dire bon, moi je dirais pas si c'est ça. Et puis, pas du tout. Pas du tout. Parce qu'elles sont liées entre elles. Alors, je ne sais pas si elles sont liées par amour, je ne sais pas, ou dépendance, mais en tout cas, elles sont liées. Et donc, c'est une organisation, nous, ça nous laisse baba. Et en fin de compte, elles communiquent avec plein de petits détails, plein de choses, des odeurs, des vibrations. Et c'est ça que nous, on pourrait essayer pas d'imiter, mais de prendre comme modèle, en tout cas. Elles ne se tapent jamais dessus. Elles ne portent pas plainte. Donc ensuite, voilà, on a cet aspect-là avec le lien de l'homme avec l'abeille, et le lien de l'homme avec la nature. Si on regarde les représentations que font les hommes dits de la préhistoire, qui n'ont pas grand-chose de connaissances, de savoir, peut-être, quand il nous faut une représentation comme ça de l'animal, pour ceux qui les regardent directement, je n'ai jamais pu les regarder directement dans une grotte, mais on voit l'animal qui est vraiment là, près de nous, quoi. Tout est saisi de l'ambiance de cette rencontre avec cet animal-là qui est là, comme ça, en mouvement, carrément. Donc il représente l'animal comme l'homme le ressent à ce moment-là. C'est des super artistes. Hein. Il y a très rarement des représentations humaines. Et à un moment, on a trouvé une pierre, comme ça, à droite. Les gens se sont posé la question, elle était cassée, ils l'ont rassemblée, ils se sont posés, mais qu'est-ce qu'il y a? Normalement, on a une zapette avec un petit truc, là, mais là, il n'y a pas. Ici, il y a des petits points, vous voyez, qui partent d'ici, ça tourne comme ça, là. Voilà. Et en fin de compte, c'est toutes les phases de la Lune. Vous imaginez cet homme devant sa grotte préhistorique, vous voyez l'homme préhistorique, en fin de compte, il observe le ciel et il note sur cette pierre la position de la Lune. Incroyable! Et ces représentations dans les grottes, que ce soit le taureau, le poisson ou autre, ce sont les constellations qui représentent. Il percevait déjà qu'il y avait dans le cosmos ces forces qui émanaient du cosmos, quoi. On en est loin, hein, nous, aujourd'hui, de percevoir ça. Tout le monde regarde le ciel tous les soirs. Vous savez où se trouve la constellation du taureau. Hein, tout le monde le sait. Ça, c'est à Gavrinis, des pierres gravées. Qu'est-ce que l'homme a bien voulu représenter? On est allé dans ce tumulus à Gavrinis, c'est dans le golfe du Morbihan. On est allé, on a réussi à pouvoir, quand je dis on, c'était avec mon épouse, on a demandé à être tout seul à l'intérieur pour percevoir un petit peu qu'est-ce qu'il y avait comme ambiance. Et après discuter avec la personne qui était là, et je dis mais c'est quoi ça? Pourquoi elle a fait ça? Alors, vous ne pouvez pas nous répondre. Ah bon, d'accord, c'est quoi? Puis après, il y en a une autre ici, mais il y a bien deux choses différentes. Hein. Vous voyez, ici on a des cercles, puis ici on a des angles, hein, comme ça, puis des pointes. Et en fin de compte, ce que moi j'ai ressenti, je ne dis pas que c'est la vérité, ce que j'ai ressenti, c'est qu'ici, on a toutes ces forces de vie qu'on a aussi quand on observe une ruche. On a tout ça en rond, en cercle, en spirale, un petit peu dans le végétal. Quand on laisse tomber une pierre dans l'eau, ben, ça fait exactement ça, comme ça. Et ici, on a tout ce qui est plutôt d'ordre, un petit peu comme ça, de rigueur, de pointe, comme ça. Peut-être plus de l'animal. On ne voit pas tout, c'est incroyable. Ici, j'ai tout, et là, j'ai pas tout. Enfin bref, il y en a une à côté où on a des chevrons, quoi. Et vraiment, on voit que l'homme percevait deux forces dans la nature, une qui était plus dans l'arrondi, qui est dans l'enveloppement, et une plus avec des forces comme ça, de pointe comme ça, qui vont pointer comme ça. On peut parler de forces de vie, on appelle ça les forces éthériques éventuellement, et les forces plus astrales, hein, qui vont comme ça en direction. Voilà, on l'a ici, vous voyez, ces petits chevrons comme ça. Quand j'ai dit ça à l'archéologue qui était là, elle a dit « Ah, peut-être ». C'est sympa, ils ne contredisent pas. Hein. Là, les représentations, là, on voit vraiment que l'homme s'élève encore un petit peu. Hein, on est au XVe siècle, les premières gravures, mais là, ça commence à être bien... on retrouve presque la même forme de sac que sur l'autre représentation qu'on a ici. Vous voyez, on a presque la même chose. Mais l'homme, ici, creuse les arbres, et là, édifie à l'intérieur des ruches, ce que fait
Georgie, à l'extérieur, creuser des troncs, mais pas directement dans l'arbre. Hein. Il les descend, c'est peut-être moins fatigant. Et l'homme imite l'abeille, puisqu'elle est là naturellement dans les troncs. Nous, on va faire plus de ruches à l'intérieur du tronc. Il imite encore l'abeille dans la nature. Je ne sais pas comment il fait, entouré d'abeilles comme ça. Puis vous voyez, celui-là, il creuse, l'autre ici, il récolte le miel. Hein. Et ici, ce sont les raïs en Inde. Actuellement, comment ils récoltent le miel. Vous avez vu certainement ces merveilleux ouvrages d'Éric Tourneret qui parle de ça, cueilleur de miel. Comme ça, rien ne s'est perdu, vous vous rendez compte, ça fait plus de 10 000 ans que c'est comme ça. Ce lien de l'homme avec l'abeille. Quelque chose est gardé de très sacré. Le miel qui est récupéré ici, c'est un miel médicament sacré pour le village. On ne le mange pas, hein, ça sert à soigner. Hein. Ensuite, on a ça, on connaît dans les Cévennes, ces ruchetons. Donc je dis, l'homme le descend petit à petit, c'est plus pratique quand même, puisque de monter en haut, il risque de tomber d'un arbre. On descend vers soi comme on fait les Égyptiens. On descend l'abeille plus près de la terre, plus près du sol. Ça va changer complètement la vie des abeilles. Hein. Pour nous, c'est plus pratique, mais pour elles, on ne sait pas ce que ça peut donner. Voilà une autre forme de ruche. Vous avez des personnes ici hein, qui présentent ces ruches solaires comme ça. Voilà, on peut mettre aussi avec carré déjà à la base, et puis du cercle avec de la paille, un essaim qui vient d'être mis à l'intérieur. Voilà, un tronc creusé. Les abeilles sont très très bien dans ces ruches rondes, hein. Beaucoup mieux que dans les ruches carrées, hein, avec des cadres. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais la vitalité de ces colonies à l'intérieur, c'est incroyable. Hein. C'est-à-dire qu'il peut se passer n'importe quoi à l'extérieur, vous aurez toujours une colonie en vie à l'intérieur de ces ruches-là. Elles vivent vraiment en symbiose, toutes les unes avec les autres, dans cette forme circulaire. Elles construisent la cire naturellement. Vous voyez, ici, elles font des cires bien ordonnées, puisque je leur ai donné un petit peu un axe de départ, mais elles ont tout construit naturellement comme ça. Hein. Et ici, à l'intérieur du tronc, voilà, on a toutes ces formes qui bougent. Donc c'est très organique. On retrouve un peu ces formes qu'on avait sur les pierres, un petit peu aussi à Gavrilis. Hein. Au XVIIe, on a ces dernières représentations. On peut dire, c'est le théâtre des comètes. Représentation en lien avec le cosmos. Donc on a ici Apis qui est représenté. Alors j'ai essayé de regarder dans le ciel, je ne l'ai jamais trouvé. Mais enfin bon, l'homme situe Apis, l'abeille, toujours près du taureau. Et en hébreu, l'abeille s'est appelée Debreu. C'est D-B-R, Debreu. Et on a donc aussi la parole Dabar. On a les prénoms Déborah. Et on va avoir dans la constellation du taureau, l'étoile la plus visible, hein, que vous voyez à chaque fois que vous regardez le ciel, que vous regardez la constellation du taureau, n'est-ce pas? Vous avez Aldébaran. Et on retrouve toujours Debereux. Donc on peut dire cette connaissance, ce lien, peut-être pas forcément toujours conscient, mais on a toujours ce lien de l'abeille avec la symbolique. Je ne dis pas que c'est l'animal en lui-même, mais ce que symbolise le taureau à ce moment-là, quoi. Mais tout ça doit changer, les sciences arrivent, l'homme observe, le microscope arrive en même temps que les lunettes. Alors vous voyez, le microscope, il va regarder vers le plus petit, et la lunette va regarder au plus loin. Ce qu'on ne peut plus percevoir avec d'autres sens, l'homme a besoin d'outils pour le faire, quoi. Et c'est très intéressant, parce qu'on va faire des dessins hyper précis. Et on a la dernière histoire naturelle qui parle des serpents et des dragons encore. Il restait encore des dragons. Je n'en ai jamais vu. Et là, on arrive vraiment au détachement de l'homme avec son lien avec la nature, ce qui est, dans l'évolution, c'est normal, c'est pas arbitraire, c'est normal. Et l'homme commence à étudier, à calculer, à compter, à mesurer. Toute la taille des cellules sont mesurées au millimètre et tout, voilà, tout est compté. Et on a Réaumur qui crée cette première ruche d'observation qui va lui permettre d'observer régulièrement la vie d'une colonie en ouvrant des petits volets, c'est vitré à l'intérieur, quoi. Il laisse toujours les abeilles construire librement. Hein. Comme c'est fait avec des planches, c'est carré. Vous voyez, on ne peut pas faire du rond. Enfin, si, on pourrait faire du rond avec des planches, mais ça peut être compliqué. Et là, on a tous ces modèles-là. Alors, vous voyez, les gens sont habillés avec la petite voilette. Là, on peut faire de l'apiculture comme ça, c'est ce qu'on nous dit. Et on sort comme ça, on normalise la ruche, tel millimètre. Et c'est important, parce que si on sort de la taille, on va voir que les abeilles vont construire différemment. C'est de l'observation que font les hommes. Hein. Ils disent qu'il faut tant de millimètres. Hein. C'est très précis, clac, 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 comme ça, voilà, au carré.
Mais petit à petit, on ne s'occupe plus du tout de l'abeille, quoi. On s'occupe surtout de soi. On a les dernières façons d'observer les abeilles et la nature dans cette représentation-là, 19e. On voit des enfants, un chien. C'est rare les chiens qui restent comme ça devant les ruches. Moi, le mien, il part en courant parce qu'il a vu qu'une fois, ça pouvait piquer, mais ça pique à l'arrière-train, il ne sait pas pourquoi. Ils observent des ruches rondes en paille, et même derrière la représentation, on a des vaches dans un pré. C'est très bucolique, c'est vraiment ce lien qu'on a retrouvé jusqu'au début du XXe siècle, un peu dans les campagnes. Et on a, au même moment, le premier rucher-école qui est créé à Paris, au Luxembourg, en 1856. Et là, qu'est-ce que vous observez entre les deux situations ? À droite, il n'y a plus d'abeilles. Vous avez des hommes, haute forme, comme ça, et voilà. Et là, il y a un monsieur qui enseigne, monsieur Ahmed, qui enseigne, c'est comme ça que ça se passe et tout. Ce que vous pouvez voir sur Internet, tout partout dans tous les livres. On ne voit plus les abeilles, c'est fini. C'est plus dans la nature, tout a c'est sorti, quoi. C'est extrait, quoi. Pourtant, il reste encore un lien dans les traditions du lien de l'apiculteur avec ses abeilles. Et au moment de la mort de l'apiculteur, il est très important de mettre un voile, un crêpe sur les ruches, sinon les abeilles vont toutes suivre l'âme du défunt. Ce lien toujours de l'homme avec les abeilles est très fort sur ce plan-là. Donc voilà, on a un être de lumière, complètement de lumière, cette abeille comme ça, qui vit sa vie vraiment harmonieuse, et l'homme va mettre ses grosses pattes là-dedans. Alors, dans l'évolution complète, on peut dire de l'apiculture, parce que l'apiculture c'est le culte quand même de l'apis, quand même, au départ. On a cet homme qui s'élève vers les abeilles, moins 10 000 ans. Je vous cache à chaque fois peut-être, non, en faisant ça. Ensuite, il s'agenouille devant elle, elle est toujours sacrée. Là, vraiment, elle descend toujours du ciel, mais c'est vraiment déjà dans une ruche bien organisée dans un rucher. Après, on a ces ruches carrées, en bois. Puis ensuite, voilà, ça devient un objet que l'on manipule, quoi, qu'on déplace gauche et de droite. Donc on est passé vraiment de l'image de la cueillette à la palette. On a cette image, vous voyez dans les... Maintenant on a des robots qui se déplacent automatiquement, j'ai vu ça dernièrement chez les fromagers, là. Il y a 30 000 fromages, vous avez un robot qui passe, qui retourne, il prend le fromage, il le retourne, il le fait... Il n'y a plus personne. La machine, c'est bien les machines, c'est vrai on voit que c'est pratique parfois, mais quand même. Bon là, il y a un changement d'ordinateur, c'est pas compatible, il y a des erreurs, c'est pas grave. Donc voilà, le travail à faire, en fin de compte pour moi, c'est l'observation même avec un outil moderne. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous observez ça ? Hein ? De la joie, la beauté, la joie. Vous ressentez de la joie. Et ce lien avec cet animal qui rejoint ce végétal, il y a comme un lien subtil, parce qu'en fin de compte, ils ne sont pas liés, attachés, mais il y a quelque chose quand même. On voit la fleur, c'est une photo qui m'a été offerte par hasard, par la nature. Vous avez la fleur qui s'offre comme ça, tout son pollen, et l'abeille qui vient délicatement, et avec ses antennes, ici, hop, on communique, il se passe plein de choses. La fleur offre du pollen, et l'abeille, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle apporte ? La fécondation. Non, elle apporte énormément d'une substance tout autour de la plante, comme ça, qu'elle dégage. Elle, c'est de l'acide formique qu'elle va mettre ici tout autour de la plante. Et l'acide formique, ce sont ces forces-là de vie, de régénération. S'il n'y avait pas d'acide formique sur Terre, tout partirait en décomposition. Enfin. Et nous en premier. Dans cette salle, il y a plein d'acide formique qui circulent. C'est bon. Et donc le rôle de l'abeille, ce n'est pas uniquement un mécanique, c'est sûr, ça le fait, pollen, tout ça, mais ceci d'apporter ces forces de vie dans le végétal. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait des abeilles partout, qu'ils soient dans des ruches ou pas dans des ruches. Et la présence d'abeilles, en tout cas, et des fourmis, bien sûr, mais l'abeille, parce que la fourmi saura du sol, mais l'abeille, elle s'élève et elle va de ruche de fleur en fleur, d'arbre en arbre, parce que ne peuvent pas faire les fourmis. Et on a autour de la Terre, on peut dire, toute une enveloppe de forces de vie comme ça qui sont présentes. C'est pour ça qu'on ressent que c'est important
de préserver les abeilles. C'est pour ça que les gens ressentent que c'est vital, parce que même si l'ours des Pyrénées disparaît, on ne le ressent pas de la même façon. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, c'est triste si l'ours disparaît ou d'autres animaux, mais quand on parle de l'abeille, c'est un symbole tellement fort de lumière solaire, de force de vie, qu'on ressent que ça nous touche nous aussi directement. C'est pour ça qu'il y a ce lien directement. On se sent responsable, on peut dire. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit, l'abeille, à ce moment-là? C'est une bonne question. Donc là, on a ça, l'observation de cette abeille qui tourne ici, puis qui donne une indication au moment de l'essaimage. C'était un essaim qui était posé sur un piquet. Je ne comprenais pas pourquoi il ne voulait pas aller dans la ruche que je lui mettais, parce que c'était la meilleure ruche que je lui mettais là. Et l'essaim, il ne voulait pas y aller. Puis quand je regardais, je dis, voilà, mais c'est en train de causer ici. Qu'est-ce qui se passe? Et donc je lui ai dit, mais je vais essayer de faire un petit peu, de suivre leur processus. J'ai pris un peu d'abeilles, je les ai mis à l'intérieur de la ruche, elles sont allées donner l'information. Ah, on a trouvé un truc super à côté, là, comme ça. Vous avez mis un petit bout de tissu, puis je l'ai pensé, je dis, allez-y, je vous accueille, on va faire un bout de chemin ensemble, et hop, tout le monde est rentré dedans. C'est comme ça que j'apprends l'apiculture, moi, c'est elle qui m'enseigne. Donc il ne s'agit pas d'une colonie, c'est ça, où il y a des milliers d'insectes. On pourrait considérer cet organisme-là comme ça, comme un assemblage un petit peu de matière, mais c'est l'esprit de la ruche qui est là. Et c'est ça qu'on rencontre en fin de compte quand on rencontre une colonie d'abeilles, qu'elle soit dans une ruche, dans un arbre ou ailleurs, on va ressentir qu'on rencontre un être global et qui est constitué de milliers de cellules que sont chaque abeille. Chaque abeille est une cellule de cet organisme, mais ça ne se tient pas. Enfin, s'il y a quelque chose qui tient à l'intérieur, parce que si on prend un paquet, il va revenir ensemble, l'essaim s'en va, tout le monde reste ensemble, donc il y a quelque chose qui retient, mais ce n'est pas matériel, quoi. Et c'est donc ça qui apparaît à ce moment-là, en 1920, Gerström, il dit vraiment que là, il y a l'esprit de la ruche. Et Maeterlinck a repris cette image-là, où il parle de l'esprit de la ruche. En allemand, il y a deux mots, il y a die Biene pour dire l'abeille, et der Biene pour dire l'esprit, on peut dire, de la ruche. Donc il y a deux entités, on peut dire, présentes à ce moment-là. Et si on regarde dans l'évolution, on voit qu'il y a quand même, au niveau des constellations zodiacales, il y a quelque chose qui est présent là, de l'esprit, on peut dire, des abeilles, quoi. Voilà, la démocratie des abeilles, Thomas Seeley, pour ceux qui connaissent. Ces observations sont fantastiques. Vraiment, pendant 30 ans, il a suivi des colonies d'abeilles dans les troncs d'arbres. Et c'est un ouvrage qui est traduit en français. La démocratie des abeilles, c'est superbe. Il est passé sur des radios en France, c'est très très bien. Un essaim d'abeilles parvient à une forme d'intelligence collective, c'est ce qu'il dit. Donc l'intelligence de l'essaim, on l'observe directement. Voilà, c'est un essaim qui était posé. Quelqu'un m'a appelé, il y a un essaim, il faisait une chaleur incroyable l'après-midi, au mois de mai. J'ai une réception ce soir, c'est une cour d'un petit château. J'ai une réception ce soir, il faut m'enlever tout ça parce que ça va être dangereux. Et moi je suis arrivé, qu'est-ce que vous voulez faire là, avec des abeilles posées par terre? Je ne peux pas les balayer, qu'est-ce que je vais faire? Je me suis dit, ah ouais, mais je vais faire ce que j'ai fait l'autre fois, ça va certainement marcher. J'ai mis la ruchette, le petit drap, j'ai pris des abeilles, avec les mains, mettez pas de gants, hein. Sinon elle ne va pas vous sentir, l'abeille. C'est pour ça qu'il faut aller avec les mains directement, ça ne pique pas, hein. Mettez dans la ruche, hop, elles vont vous redonner l'information. Et ensuite, petit à petit, l'ensemble du groupe, ici, a communiqué, je ne sais pas comment ils ont fait, ils se sont dit, mais oh, c'est génial, c'est ça qu'on attendait. Ça fait 2 jours qu'on attend. Tac, tac, et regardez tout d'un coup, ici c'est terne. Enfin, moi je l'ai vécu comme ça quand j'ai regardé, oh, il est complètement épuisé cet essaim, il est tout gris, sombre, là ça va pas. Mettez les mains dedans, ça bouge presque pas. Et tout d'un coup, quelque chose qui se saisit, ça brille de nouveau, elles y vont de bon cœur. Et c'est pas la reine qui est devant, hein. La reine, elle est emmenée par tout le monde. Hein. Donc c'est pas le chef qui dit que ceux qui m'aiment me suivent. Hein. Ça marche plus, ça. Et elle rentre de bon cœur, à l'intérieur. Et quand vous attrapez, quand vous collectez un essaim comme ça, il va toujours rester avec vous. Parce qu'il l'a fait de bon cœur, on ne l'a pas mis de force, à l'intérieur de la ruche. Et à partir de ce moment-là, vous voyez, là c'est déstructuré, c'est le chaos, tout d'un coup, hop, elles se ressaisissent, on voit qu'il y a cette intelligence présente, ce groupe qui y va, et tout d'un coup, ça y est, la reine est dedans, on est sauvé. Ça y est, super. Et elles se mettent à vibrer dans tous les sens, elles battent le rappel, ça sent bon, le géranium, le lys, c'est tout. Oh. C'est la meilleure période. Hein.
on prend des forces, quand on cueille des essaims comme ça, c'est vraiment des forces de vie qu'elles nous donnent. C'est pour ça que vous avez dans le rucher plus loin là-bas, ce lit, là, on s'assoit sur les abeilles, et on peut respirer à l'intérieur l'air des ruches, tout au bout du rucher là-bas. Et là, vous voyez, là c'est l'euphorie, la joie, ce que vous évoquiez comme terme, c'est la joie. C'est ce qu'on ressent dans les colonies, quand on approche d'elles, c'est vraiment de la joie, quoi. Je ne sais pas ce que j'ai dit après, là. Voilà, les formes de ruches qui évoluent, malgré que les cadres soient bien rectangulaires, l'abeille fait toujours tout en rond. Elle garde en elle cette forme-là, primordiale. C'est la reine qui pond comme ça en suivant le cycle du soleil dans la journée. Hein. Et elle pond toujours en rond, comme ça, en spirale en fin de compte. C'est très très beau à regarder. L'observation de ce lien toujours est assez étonnant. J'attends le printemps toujours avec impatience pour que les abeilles ressortent. Maintenant, il n'y a plus de printemps, il n'y a plus d'hiver, donc c'est presque tout le temps. Et regardez ces ondes. La question que je me posais, parce que là, elles construisent en montant, hein, dans ces ruches en tronc, là, elles construisent en montant. Parce que c'est l'essaim, la colonie est en bas, et j'ai rajouté une hausse, mais qui était peut-être trop grande, donc elles n'ont pas pu redescendre. Elles ont commencé à monter, donc elles peuvent construire en montant. Hein. Plus épais, et elles font ces vagues à l'intérieur, comme ça, là. Et je me suis dit, mais c'est quoi? Est-ce que c'est une empreinte digitale, presque comme pour nous? Vous voyez ce que je veux dire? Clac. Vous voyez les empreintes digitales, on a ces cercles, là. Est-ce que c'est leur identité, cette forme-là qu'elles mettent dans la cire? Parce que la cire, elle sort de leur propre corps, hein, la cire. Hein. Donc c'est vraiment leur propre dynamique. C'est une question, hein, je ne sais pas. Hein. On peut dire que c'est quand même individualisé, quoi. Chaque colonie est individualisée. On ne peut pas dire que les colonies sont toutes les mêmes parce qu'on fait des clones en divisant. Pas du tout, pas du tout. Un essaim qui sort d'une ruche, vous le mettez à côté après, c'est deux entités complètement différentes. C'est incroyable. C'est le seul animal, pour moi, qui arrive à être une forme d'individualisation proche de l'homme, presque. Hein. Et d'ailleurs, à l'intérieur de la ruche, on a une température de 37 degrés, comme pour nous. Hein. Et là, même si elles sont à l'extérieur, comme ça, en se protégeant, elles sont là en train de vous interroger, mais qu'est-ce que tu viens faire, là? Si la veille, ou 2 jours avant, vous leur avez un peu enlevé du miel ou quoi, vous dites, oh, celui-là, pas toujours très sympa, vont arriver en marche arrière. Hein. Donc là, on a vraiment le cœur, on peut dire, de cet organisme, c'est la reine, c'est elle qui porte la conscience. Ce n'est pas la conscience, c'est elle qui porte la conscience de l'organisme. Comme nous, on peut dire moi, je, à partir d'un certain âge. Avant, non. Vous vous rappelez quand vous avez eu conscience de vous la première fois? Cherchez, vous allez voir. Est-ce qu'avant vous avez existé, si vous vous rappelez de vous ou pas? Et elle, la colonie, elle est toujours hyper consciente de son identité, on peut dire. Et c'est sa propre odeur qui est son identité. Une odeur, les abeilles connaissent l'odeur de cette ruche et on ne peut pas mettre des abeilles d'un autre ruche à l'intérieur parce que de toute façon, elles ne vont pas s'entendre. On n'est pas du même monde, on peut dire. Hein. Donc là, elle peut avoir une forme différente, cette entité-là. Quand elle sort comme ça, il n'y a plus du tout de structure. Il n'y a plus de cire, il n'y a plus d'enveloppe matérielle. Elle est là dans un moment de chaos. Elle est quittée un endroit, elle va aller ailleurs. Donc elle peut aller n'importe où, chez quelqu'un. Elle arrive tout à fait par hasard chez quelqu'un qui n'a pas demandé à ce qu'il y ait des abeilles, mais il a peut-être pensé à certaines choses. Et les abeilles, ah, celui-là, il va falloir qu'on aille lui parler un petit peu d'amour un peu de temps en temps. Elles arrivent comme ça et la personne cherche à tout prix quelqu'un pour se débarrasser de ces abeilles qui les gênent. Et donc c'est comme ça qu'on peut rencontrer énormément de personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées. C'est un être social, l'abeille. Elle fait du lien. Moi j'ai vu un essaim posé entre 2 propriétés sur le piquet au milieu. Mais alors vraiment au milieu, alors, il est à qui l'essaim là? Celui-là m'appelle, je vais chez eux, puis je vois les autres derrière qui étaient là. Oui, bon, on va faire une communication non violente, on va essayer en tout cas. Alors, vous voulez garder les abeilles chez vous? Ah non, j'ai peur de vous. Ah, ouais, peut-être, mais voilà, bon, alors on récupère. Et en fin de compte, les gens qui se parlaient peut-être pas, tout d'un coup dans le jardin, ils commencent à causer entre eux. Voilà, c'est super. Vous êtes au milieu, vous êtes un intermédiaire. Voilà. Vous le laissez un certain temps poser, puis ensuite, vous le posez directement dans votre ruche, le tronc en tout cas pour celle-là, et elle descend. La ruche, elle est vraiment entre ciel et terre, hein, on peut dire comme ça. Hein. Et elle accepte de descendre beaucoup plus proche de la terre pour nous. Et elle n'est pas sauvage, et elle n'est pas domestique. Il n'y a pas d'abeilles sauvages, il n'y a pas d'abeilles domestiques.
Même si on dit on a la domestication de l'abeille, non, non. Parce que l'essaim qui a vécu 2-3 ans dans une ruche, il peut s'en aller n'importe où, il n'a pas besoin de vous. Hein. Une vache, c'est pas pareil, votre chien non plus. Hein. L'abeille n'est pas domestique. On l'a domestiquée, c'est-à-dire qu'on l'a amenée près de la maison, mais elle n'est pas dépendante. Par contre, elle est complètement dépendante de son environnement. Et nous, ça, on ne maîtrise pas tout hein, aujourd'hui. Hein. Donc là, comment elles communiquent? Parce que c'est toujours ça qui m'intéresse avec les abeilles, c'est la communication. J'aime bien faire des photos. Puis un jour, j'ai dit, mais là, elles m'ont écrit quelque chose, elles m'ont écrit un message, hein, les abeilles, regardez. Mais qu'est-ce qu'elles m'ont écrit? Ah, j'ai dit, mais c'est pas possible. Si j'avais une baguette, là, ça serait mieux, il n'y a pas de baguette, là. Elles m'ont fait un D, ici. Là, il y a un B. Et là, il y a un R, de breu. Elles m'ont fait de breu. De breu. C'est moi, hein, c'est une interprétation. Ça m'a fait plaisir. J'ai dit, c'est un beau cadeau. Et quand j'ai eu la chance de pouvoir aller en Ukraine il y a quelques années, et je disais à des gens, mais au fait, dans votre langue, là, il n'y a pas des mots où on entend de breu. Ils ont dit, oh, mais si, de bron. Ah bon, c'est quoi? C'est le don. Ce mot-là, c'est le don. Incroyable. Les voyages forment la jeunesse. Donc elle nous dit vraiment qu'elle est chaleur et lumière. Et donc à l'intérieur de cette ruche, il y a de la cire. Et cette cire, pourvu que ça ne s'éteigne pas avec le vent, déjà que ma propolis s'est éteinte. Et cette cire, qu'est-ce qu'elle me produit? De la lumière et de la chaleur. Et la cire sort du corps de l'abeille. Donc le corps de l'abeille, c'est vraiment chaleur et lumière. Exactement ce que les anciens avaient perçu. Le soleil qui descend, qui se matérialise jusque dans la cire. C'est pour ça que c'est vraiment une substance sacrée, en même temps quelque part. Ces cierges-là, c'était un impôt. Il fallait que les paysans fournissent de la cire pour les églises. Avec les trucs à la paraffine, Dieu n'est même plus là. Et donc, Steiner nous donne un mot qui est vraiment super. Il dit c'est comme si l'ensemble de la colonie vivait dans un espace d'amour comme ça, quoi. Donc l'abeille nous invite à la méditation aussi. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué pour ceux qui pratiquent aussi les rencontres avec les abeilles. Tout d'un coup, le temps disparaît, ça fait du bien. On ressent plus. Après, des fois, on a mal dans le dos, mais on ne ressent plus rien. Il y a quelque chose. Ouais, c'est ça, le temps, autant suspend au vol, ainsi de suite. Donc ça amène vraiment un état méditatif. On en revient au Brahmaran. Si on se met dans cet état-là, de vraiment bien posé et relaxé en méditation, on va pouvoir rentrer tranquillement dans le monde des abeilles. Elle nous amène là-dedans un petit peu. Les abeilles inspirent aussi les rêves la nuit, c'est fantastique. Et je me posais la question par rapport à tous ces artistes qui ont peint dans les grottes, qui ont fait des représentations jusqu'au XVIIe siècle. Puis après, je dis, mais partout, c'est où ces peintures depuis, avec l'abeille, de l'homme et de l'abeille? Plus rien. J'ai rien trouvé. Plus aucune représentation de ce lien, l'homme et l'abeille. Et par hasard, comme toujours, quelqu'un m'a dit, mais regarde, il y a quelque part un vitrail qui a été fait par Matisse et qu'il a appelé Les Abeilles. Et ce jour-là, il faisait gris quand j'y suis allé. Parce que moi, j'y suis allé pour voir. Il faut que je vois sur place. Les cartes postales, c'est sympa, mais il faut aller voir. Et c'est dans une école primaire à Cateau, en Cambrésis, dans le nord de la France. J'y suis allé au mois de novembre, il pleuvait, il faisait gris. Je dis, mais d'abord, j'ai eu le droit de rentrer dans l'école. C'est dans la salle de gymnastique des enfants en primaire. Imaginez, l'école primaire où les enfants, ils ont un vitrail de Matisse. C'est son pays de naissance. Et donc, le vitrail était comme ça. Je ne voyais pas ce que Matisse avait voulu dire. Donc, je discutais avec l'institutrice. Et tout d'un coup, paf, un rayon de soleil est arrivé. Et vraiment, vous savez, entre ces nuages qu'il y a, et tout d'un coup, il y a ce rayon. C'est encore plus fort, la lumière encore plus forte. J'ai dit, oh, c'est incroyable, incroyable. Et du coup, la lumière s'est promenée sur le mur de briques, est allée là, comme ça, et j'ai vu les abeilles traverser la salle, comme si ici, les abeilles pouvaient traverser la salle. Je dis, mais voilà, et puis il y a eu juste en plus sur le panneau qui explique Matisse. Et j'ai dit, voilà, c'est ça, Matisse, il l'a pensé comme ça, jusque dans le verre. Et pourtant, il a fait des choses bien carrées, hein, avec ces trucs. C'est super, hein, c'est vraiment... c'était une grande émotion à ce moment-là, quoi. Et j'ai lu plus tard ce que Matisse avait écrit, quoi. Il a fait le rêve de donner de la joie aux hommes. J'ai voulu créer une féerie de couleurs qui serait comme un esprit de lumière. Super. Allez-y. Voilà l'ensemble
du vitrail. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire, Matisse, à ce moment-là? Parce que quand même, moi, j'ai l'impression de voir des cornettes de bonnes sœurs vues du ciel, là. Non, mais une procession. Eh bien, c'est vrai, en fin de compte. C'est une histoire d'amour de Matisse, avec, pas une religieuse, non, avec une infirmière pendant la guerre qui l'a soigné parce qu'il était malade, il était près de Nice. Cette jeune infirmière, ensuite la guerre sépare. Ah, les histoires d'amour, c'est souvent difficile. Ils sont séparés. Et cette belle infirmière, quand il l'a retrouvée, elle était devenue nonne. C'était un peintre, vous voyez, le peintre. L'infirmière est devenue un peu modèle, à un moment, on peut imaginer plein de choses. Et elle était dans cette confrérie près de Nice, et ils lui ont commandé un vitrail. Et je vois tout à fait ce que Matisse a voulu faire, a voulu dire quelque chose. L'amour, cette lumière-là, je l'ai vécue. Et on lui dit, oh non, ce vitrail-là, ça ne va pas aller pour Nice. Faites-nous autre chose. Je ne sais pas si elles ont ressenti la même chose, les sœurs. Et du coup, voilà. Je pense que Matisse, il a voulu dire ça. C'est une interprétation comme d'habitude. Il l'a appelé les abeilles quand même. Quand même. Les nonnes, les abeilles. Une histoire d'amour. Voilà, c'était prévu pour aller à la chapelle de Vence. Voilà, bah écoutez, je vous remercie pour votre attention, votre présence chaleureuse. Merci. Je précise en bas que l'aquarelle de ma femme, Nadège Jubrier, vous avez l'exposition de ses peintures juste là. Voilà. Si vous avez peut-être un échange, un petit moment d'échange. Ne me posez pas de questions techniques d'apiculture. Non, mais c'est vrai qu'on aime bien au printemps les essaims. On aime bien au printemps les essaims, ça doit être un apiculteur cet homme-là. Non, parce que même chez les professionnels, il n'y en a pas beaucoup qui vont récupérer les essaims. Ouais. Moi, je trouve que c'est une période un peu de récréation. De recréation. De recréation, ouais. de les voir comme ça, sans penser, sans rien, et les rentrer comme tu me l'as bien expliqué, ça c'est sûr. Moi, j'aime bien. Même des fois, quand c'est en haut d'une branche, avec l'âge, on ne peut plus y aller, ou risquer. Oui. Soit je les appelle avec du bruit, on frappe. Oui. Et en indiquant, on peut plus ou moins communiquer, quoi. Donc, on communique, oui, c'est vrai. Voilà. Ouais. Comme des fois, on écoute des histoires où ils tapaient avec la casserole. Ouais. Eh bien, c'est les vibrations. C'est les vibrations dans l'air qui fait que les abeilles ne peuvent plus communiquer entre elles. Hein, parce que dans un essaim, quand les abeilles sortent, moi je suis allé au milieu d'un essaim qui sortait comme ça, aucune ne m'a touché. Aucune. Non. Et j'étais comme ça, hein. Je n'avais pas la tête nue. Et vous avez les abeilles, elles sont toutes à cette distance les unes des autres quand vous regardez bien. Vous allez au milieu de l'essaim, là, faites cette expérience. C'est fantastique. L'impression qu'on ressent, c'est des forces de vie comme ça. Et si vous tapez dans les mains, à ce moment-là, elles ne peuvent plus communiquer par vibration entre elles. Donc, elles vont essayer de se poser à ce moment-là. C'est ça l'histoire de la gamelle. Et elles ne se bousculent jamais. Jamais. Alors que dans les aéroports, des fois, il y a les avions, ils se prennent. Sur les routes aussi, ça. Voilà, aussi sur les routes, mais je veux dire, mais là, c'est dans les 3D. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Oui, mais même, on va parler là-dedans, si ça vous va. Mais c'est fluide. C'est fluide, oui. Tout à fait, oui. Et quand on regarde sortir un essaim d'une ruche, il sort en spirale comme ça. Il ne sort pas en ligne droite. Non, c'est super beau à regarder. On a toute cette dynamique-là à l'intérieur, comme ça, qu'on retrouve partout. Ouais, très, très beau. Et souvent, les apiculteurs, ils ont leur portable, tout ça. Moi, j'ai rien. Ouais. Je suis concentré et... Super, merci. Moi, je pense que ça m'aide à vivre. Hein. Ça aide à vivre, les abeilles. Oui. Une énigme. Wow. En fait, je suis complètement débutante. J'ai une ruche. Oui. Je prends des cours avec Sophie. Oui. Et puis, donc j'ai une ruche avec un toit chalet. J'ai ouvert il y a 2 jours. Il y avait un frelon comme ça. Entre le toit et le toit chalet. Non. Alors, j'ai pas compris normalement. Est-ce qu'il y a des abeilles qui peuvent rentrer
déjà entre le toit chalet et le toit, voilà. Mais, je sais Est-ce pas. que le frelon, enfin, Il est mort de tristesse tout seul. ouais, mais comment il est rentré là-dedans? Oui, mais des fois, il a... Les frelons, c'est exactement pareil. Ils vivent en communauté. Un frelon tout seul, il meurt. Hein. Tout seul, isolé de sa colonie, il ne peut pas vivre, le Moi, je frelon. me suis posé la question, est-ce que les abeilles sont intervenues? Il faut leur demander. Non, mais on Faut sait pas, leur demander. Par exemple, quand on regarde devant une ruche, moi j'ai fait plusieurs expériences de faire plutôt un trou que toute la longueur. Là, il n'y a pas de... Comme sur le tronc d'arbre, normalement c'est qu'un trou, donc ça fait un amas d'abeilles autour, Mmh. ça fait plus d'abeilles autour et que le frelon va moins attaquer que quand c'est toute une bande. Donc s'il n'est pas aussi fort, surtout le Velutina, le frelon asiatique, et ben il va, par stratégie, il sent les ruches qui sont faibles ou pas faibles. Donc il va attaquer en général toujours plus faible. Donc, et si c'est en long, il va plus attaquer que si on met un rond. Mais là, Non. moi, c'est étrange, Mmh. ce truc. C'est toujours étrange. Les abeilles, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours une énigme chez les abeilles. C'est un totem, ça se trouve à Longvilla, au-dessus, je suis... Non, mais il faut les laisser. Bien, merci. Je voulais juste terminer pour dire que les abeilles peuvent nous inspirer. C'est pour ça, demandez aux abeilles. Posez des questions comme ça. Et donc, 2005, j'ai perdu la totalité de mes colonies plusieurs fois de suite, comme ça. J'étais effondré sur la table de cuisine. Tous les apiculteurs connaissent ça. Tous les éleveurs connaissent ça. Ce lien que l'on a avec ces animaux, hein, même son végétal, pourquoi pas, mais avec l'animal, c'est encore plus fort. Effondré, je dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Donc, je cherchais une réponse technique. Tu fais tant de trucs, tu prends ça, tu fais ça. Ça n'a rien à voir avec mettre du produit, n'importe quoi. C'était vraiment... Médite et prie pour nous chaque jour. Veille à nos besoins en plantant arbres et fleurs. Dans ton travail, avant d'agir, écoute ton cœur. Dans le commerce, recherche la fraternité. Offre notre miel et parle de nous avec joie et sérénité. Face à l'adversité, jamais ne désespère. Alors les dieux, par notre intermédiaire, te combleront d'amour. Voilà. Je vous remercie. Vous avez cet ouvrage coécrit avec plusieurs personnes. Vous avez juste à la sortie sur le stand du mouvement de biodynamie. Vous reconnaîtrez la photo. Merci.